Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue au 57e épisode des Sommeliers de la lutte. Un épisode qui vient faire le review et les highlights du pay-per-view Clash at the Castle Scotland 2024 qui a eu lieu le samedi 15 mai dans l'après-midi parce que nous, on est en heure de l'Est en Amérique. Oh yeah! Ici Max Perriard qui est en compagnie, comment je pourrais bien dire ça, du tueur de rêve, Ouais. Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien, ça va très bien. On vient de mettre à terme, on vient d'accoucher, on vient de finir un gros bout de ce qui nous tenait vraiment occupé, qui était notre spectacle Minifest Mania qu'on a fait dans le cadre du Minifest, un festival d'humour qui se passe à Montréal. Un spectacle d'humour, là, mais enrobé de lutte. Donc, ça c'est fait, ça a été canné, on a filmé ça. Non, on n'a pas filmé, mais on a présenté ce spectacle-là le vendredi 14 juin passé. Donc, c'est super bien été. Merci à tout le monde qui était là, qui était présent pour venir voir ce beau spectacle. C'est des niaiseries là, d'un bout à l'autre. Merci aussi à nos invités. Pierre-Luc Racine, Stéphane Deguire et Elisabeth Picard, tous les trois qui ont été des invités sur le podcast. Et c'est Ellie elle-même qui a fait comme, hey, c'est le fun, vous avez tous invité des gens qui étaient sur le podcast. J'étais comme, ben oui, faut croire que mon cercle d'amis n'est pas si grand que ça finalement. Fait que, ben merci vraiment à tout le monde qui était présent pour venir voir le spectacle. De ton point de vue, toi, Maxime, comment t'as vécu ça, tout ce beau spectacle-là? Ben écoute, moi c'était comme une plateforme, oui, pour faire des jokes, mais aussi pour peut-être réaliser mon rêve. Mais je voulais tenter de faire le fameux K-pop que je vous parle depuis l'épisode 3 déjà. Donc, on est rendu 57. On a fait du chemin. On a fait des podcasts depuis. Mais mon rêve, il restait. Puis là, j'étais comme parfait. On a une tribune, on a une scène où que je puisse faire un K-pop devant des gens, réaliser mon rêve. Yep. Et lorsque j'allais m'exécuter, ben malheureusement, je pense que l'expliquer va pas rendre justice à ça. Fait qu'on va aller en image là. Ça sera pas cette année, mon rêve. Va chier, Pierre! Fuck you, 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 Pierre! Fait que comme vous voyez, l'esti de Pierre Gastonguay a décidé de me trahir. Je sais pas ce qui s'est passé. Pierre, je sais pas, la jalousie qui est rentrée en toi. Moi, je suis content en tout cas qu'on tourne pas dans les mêmes pièces, là. Je te redonnerai la monnaie de ta pièce, mais esti, ça sonnait, ça fessait, puis t'as pas mis ça avec le dos de la cuillère, là. Non, j'ai fait ça avec la face de la panne à biscuits. Regarde, je vais l'expliquer, là. C'est que je trouvais que... t'as un peu... Moi, je trouve que t'as ruiné complètement le spectacle, là. Je comprends que tu voulais faire ton rêve à la fin, tout ça, mais tu prenais trop de place, là. Maintenant, on a des invités, puis peut-être que moi aussi, j'avais un rêve d'être capable de faire un backflip en bas du stage, peut-être. Ben oui, mais non. tu m'en parles, esti, on l'aurait fait, on aurait réussi à le faire, ou aussi ton... En tout cas. À chaque fois que j'essaie de t'en parler, tu me reparlais de ton fucking rêve. À un moment donné, Ben, gars, en tout cas, si vous avez manqué ça, vous avez pu voir le petit extrait de tout ça, mais ça sonnait live. Ça fallait être là pour puis sentir l'énergie. Fait que la prochaine fois qu'on fait un spectacle, ben n'hésitez pas à venir nous voir. Peut-être y aura-t-il d'autres petites histoires comme ça. Peut-être qu'un jour, je vais réussir finalement à faire mon rêve, que je serai pas trahi par Pierre Gastonguay, que je croyais mon ami, mais... Je pense que pour ton rêve, tu devrais essayer la technique Big Show, où il y a littéralement quelqu'un qui t'aide à faire ton rêve. Ouais. Ben, on verra, peut-être. Écoute, tous les moyens sont bons, mais c'est ça. Maintenant, c'est... En tout cas, je te considère encore comme mon collègue. Je sais plus si je te considère comme mon ami, mais... Mon collègue. Regarde, moi, ça m'a fait du bien de juste sortir tout ça. Fait que moi je suis passé à un autre appel. Moi, ça va mieux, ça va bien. Fait que c'est ça.
Parfait. Et d'ailleurs, un petit merci. On a eu un shout-out quand même plaisant d'un autre podcast, probablement le podcast de lutte le plus connu au Québec. Les Antipodes de de la lutte avec Kevin Raphaël. Ainsi que Pat notre ami Laprade. qui nous a fait, Pat Laprade qui nous a fait. On est en train de regarder, voir si on n'est pas capable de faire un petit épisode spécial, on recevrait un ou l'autre, ou les deux, ou éventuellement. Mais, Petit crossover pas dans les nommé. deux podcasts, tout le temps le fun. Exactement. Donc, si jamais vous nous écoutez pour la première fois suite à ce shout-out-là, ben, un gros merci. Bienvenue dans la gang. Écoute, il n'y en a pas assez des podcasts de lutte en français, de gens qui parlent comme nous. Qu'on puisse pas obligé de tout à écouter des affaires en anglais, là, c'est plate. Là. Fait que, voilà, dans la francophonie, on puisse analyser notre passion, beaucoup trop débordante, beaucoup trop intense. Fait que... Il est gentil, Freddie Prinze Jr., mais un moment donné, c'est le fun Et d'écouter quelque chose en français aussi. Là. Ben, surtout, tu sais, mettons, dans le barème, il y en a quoi, genre, comme à peu près 3000 podcasts en anglais qui traitent de la lutte, puis genre... Oui, c'est ça, oui. Vraiment pas assez en français. Donc, c'est de fun. C'est ça. On va essayer de tasser de vos trucs, les trucs anglophones, puis qu'il y ait de plus en plus de trucs francophones. Fait que, allez suivre les antipodes de la lutte. Très bon podcast qui roule depuis des années. C'est entre autres les voix officielles de la WWE à la télévision ici au Québec. Oui. Donc, vous pouvez avoir un peu un inside look là, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils voient. Donc, je vous conseille fortement d'aller écouter ça. Et gros merci pour le shout-out. Mais là, trêve de niaisage. On arrive dans les choses sérieuses. Oui, Le retour sur Clash at the Castle, Scotland. Et on va commencer ça avec les résultats du questionnaire. Et là, je sais pas ce qu'on va faire pour détrôner la reine incontestée des questionnaires des sommeliers de la lutte. Mais on a encore une fois une victoire écrasante du côté d'Elisabeth. Bravo Eli. Qui, avec quand même une bonne marge d'avance. 46 points. La deuxième position en a 39. Fait quand même 7 points d'avance. Facile. Ça, c'est genre un match et demi d'avance de bonne prédiction. Le total était sur 61. Donc, félicitations, Ellie. Quand même des scores assez bas en général là, pour celui-là. Là, ça a été dur à prédire, j'imagine. De ce que j'entends, ben, dans le 75%, là, ben, pour la première place, la grande majorité est plus autour dans la trentaine. Donc, entre 31 on est dans une classe de rattrapage. Là. C'est pas super comme moyenne. Là, exact. Gang. Fait que Ellie prend une bonne avance sur le classement général. En deuxième position, on va quand même les nommer, on a Fortune Cookie qui arrive en deuxième position. Ah, bravo! Fortune Cookie, d'ailleurs, qui nous a laissé un petit message qui était là au spectacle de Minifest Mania. Et écoute, je vais essayer de le retrouver pour que ce soit les bons mots. C'est sûr que ce soit les bons, le bon commentaire, bien. Je pense que le monde qui était là, puis sûrement, je sais pas si son commentaire a rapport avec ce qu'elle a vu à ouais, elle a dit, attention, votre show au Minifest était wow! Yes. Out à la revanche de Max. Fait que là-dessus, je suis d'accord avec toi. Pas moi, je dirais. Et en troisième position, on a. Écoute, je pense que c'est, à moins que tu aies changé ton surnom, mais je pense que c'est quelqu'un de nouveau qui s'inscrit pour la première fois. Christian seulement. Christian qui vient en troisième position avec 38 points. Donc, félicitations à tout le monde. Gros merci à tout le monde d'avoir également participé comme à chaque fois. Ça nous permet quand on va faire le retour sur tout le questionnaire, de vous dire des petites statistiques, de voir comment les gens prévoyaient où ça s'en allait. Puis ça donne le pouls un peu de nous, les fans de lutte. Est-ce qu'on sentait venir ce qui arrivait ou on était complètement shifté et on n'a rien vu venir des décisions de M. Paul Lévesque. Ce qui d'après moi, être shifté, c'est de la bonne lutte. D'après moi, ça veut dire que ça a été bien booké. Est-ce qu'on est d'accord? Peut-être pas. Est-ce que ça nous met en maudit? Sûrement, mais on a véhiculé une émotion, on a vécu quelque chose. Puis je pense que ce pay-per-view-là représente quand même beaucoup cette émotion-là qui est le fun d'aller chercher, mais qui des fois peut être un peu là, arrachante, qui brise le cœur un peu, mais regarde. C'est de la lutte. On a vécu des émotions, c'est ça l'important. Puis effectivement, je suis d'accord pour toi. La plupart du temps, la surprise est une bonne chose. Ouais. Évidemment, des fois, t'as des surprises qui sont des mauvaises surprises. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme, je sais pas, il y en a plusieurs dans l'histoire de la lutte. Puis des fois aussi, c'est prévisible, mais c'est ce qu'on voulait. Par exemple, la victoire de Cody, la victoire de Bryan Danielson. Des fois, là, c'est ça qu'on veut. Oui, mais la victoire de Cody, d'Eddie Guerrero. La victoire de Cody, c'est un très bon exemple parce que l'année 1, la première année à WrestleMania 39, tout le monde voulait qu'il gagne. Puis il n'a pas gagné, puis tout le monde était en tabarnak. Puis finalement,
ça devient une histoire encore plus grande et encore plus grosse pour WrestleMania 40. Fait que c'est comme, Ah tu sais, il faut faire confiance au processus et faire confiance aux gens qui bookent les shows parce que c'est eux qui habituellement, du côté de la WWE, là, du côté de All Elite, c'est autre chose. Bref. Je te laisse continuer, là, les émotions, c'est le fun, mais il faut aussi analyser un peu ça plus froidement, parce que c'est ça aussi notre job d'être capable de faire le pour et le contre de tout ça. Exact. Ben en fait, hey, je te repasse tout de suite la palette parce que hey, on était à Scotland. Fait qu'on va y aller tout d'abord avec la chronique Qui le fait mieux, et je pense que c'est un spécial Scotland, ce coup-là. Ah oui, cette semaine, à la chronique, qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Porter le kilt. Qui fait mieux? J'ai 3 choix pour vous, j'ai pris 3 choix. Je trouve très évident, si jamais j'ai oublié quelqu'un, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, mais qui le fait mieux porter le kilt entre Drew McIntyre, qui le porte très bien, son beau kilt en cuir, Roddy Piper, le kilt classique que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, et Chelsea Green, qui l'a porté fièrement pendant le pay-per-view Clash at the Castle, Scotland. D'après toi, qui porte mieux le kilt, Maxime? Écoute, c'est quand même... c'est entre Roddy pis Drew. Oui, donc, je m'en doutais un peu, là, quand même. Mais tu sais, Monsieur Piper, il y a quand même un peu d'appropriation culturelle, parce qu'à la base, Monsieur Piper, c'est un Canadien. Ouais. C'est un Canadien, mais toute sa gimmick portait autour du kilt. Ouais. Fait que, je vais quand même dire Roddy Piper, parce que, écoute, on l'a tellement connu, pis c'est sa marque de commerce. Mais je pense quand même que Drew, il a l'air badass, là, tu sais. C'est genre un kilt à la badass. Il l'utilise, il embrasse bien ce look-là également. Il a l'air vraiment d'un fou furieux. Il me fait peur, là, tu sais. Il a l'air d'un gars qui ferait des acas, là, tu sais, à faire. Ouais, le truc de... Un truc de rugby, là, tu sais. Il a l'air d'un esti de fou dans la tête. On aurait pu... qui on aurait pu ajouter? On a également, dans nos amis humoristes, Guillaume Boldoc qui porte le kilt, on aurait pu mettre ici. Je mettrai une photo de Guillaume Boldoc là, qui le porte. Je pense que c'est l'être humain qui n'a pas de racines de Scotland, mais qui porte très bien le kilt. Ça lui fait à merveille notre beau Boldoc. Donc oui, je pense que je vais aller aussi avec Guillaume Boldoc pour qui le porte mieux. Mais pour moi, c'est Drew McIntyre. Je n'ai pas connu. Je connais la légende de Roddy Piper. Vécu un peu au travers de Ronda Rousey aussi, c'était son idole. Puis moi, je pense que je vais quand même dire Drew McIntyre. Je trouve que ça apporte quelque chose à la gimmick, dans le sens où il apporte ses racines avec lui, le Claymore aussi et tout ça, la grosse crise d'épée. Fait que mention honorable à Chelsea Green, j'ai rajouté dans le questionnaire, dans le qui le fait mieux, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Le personnage de Chelsea, présentement, elle comprend exactement ce qu'elle est, ce qu'elle représente, et elle avait un look d'écolière parce que le kilt était le look de la robe. Fait c'était parfait. C'était juste vraiment un genre de heel work qui fonctionne super bien. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Fait que je voulais quand même souligner le bon travail de Chelsea Green. Puis on pourrait revenir pendant le match de Bayley contre Piper Niven, qui a été aussi très excellente. On l'a pas vu longtemps, mais quand on la voit, elle est efficace et elle fait bien son travail. Mais c'est Drew McIntyre, pour moi, qui gagne le kilt d'or pour le qui le fait mieux de cette semaine ou de aujourd'hui. Yes. Gros, merci. Vous, dites-nous-le dans les commentaires. Qui le fait mieux porter le kilt? Vous pouvez nous l'écrire directement en dessous si vous nous écoutez sur YouTube, si vous nous écoutez à l'audio. N'hésitez pas à venir sur nos pages Facebook ou Instagram. Allez nous faire des commentaires. À ces endroits-là, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker également. Ça nous aide, ça aide l'algorithme à nous faire découvrir plein de nouvelles personnes qui pourraient nous découvrir. Donc, gros merci. Et on enchaîne ça avec justement la carte au complet de Clash at the Castle Scotland. Puis on commence ça avec le pre-show. Le pre-show, malheureusement, comme à ou entre une grande majorité des pre-shows de la WWE, il n'y a pas eu de match. Mais avec 2 heures de pre-show. Ouais, 2 un heures pre-show, de un pre-show, pre-show puis un pre-show. C'était beaucoup Biggie puis Kevin Owens qui ont été là pendant toutes les 2 heures, qui ont fait un très bon travail. J'aime beaucoup Kevin Owens aux commentaires. Ouais, avec sa cravate par-dessus son t-shirt. Biggie qui, je crois, est en train de trouver son rôle là-dedans. J'ai l'impression que Biggie va s'en aller beaucoup plus vers ce genre de rôle-là, un peu plus backstage, journaliste, commentateur, tandis que Kevin Owens était là pour un peu plus colorer tout ça. Il l'a fait très bien. J'ai l'impression aussi que Kevin Owens pourrait avoir un plan de retraite qui se dirige vers les
commentateur vers le journaliste. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et pertinent aussi. Il a pas peur des fois de briser un peu. Pas le kayfabe, mais d'aller plus loin que... les barèmes qu'on leur donne, qui je crois sont plus clairs. Fait que j'aime beaucoup ça. Il y a une belle liberté qui est donnée depuis 6 mois, là, depuis que Vince n'est plus là, depuis que c'est Monsieur Paul Lévesque est en charge. J'aime beaucoup. J'aime écouter. Quelque chose que j'aimais pas avant, c'est d'écouter les pre-shows. Maintenant, j'aime écouter un peu. J'écoute un peu le Deadpan parce que je suis pas concentré à 100% toujours, mais des fois les commentaires sont le fun. Quand CM Punk est là aussi, lui aussi, c'est un qui se permet d'aller plus loin et de dire des commentaires pour briser ce genre de limite-là qu'il y a toujours eu autour de la WWE. Fait que, un des commentaires, moi, qui m'a fait rire de Kevin, était dans l'analyse du match I Quit. Je pense que c'est Jackie Redmond. C'est-tu? Qui lui demande... qui était là, ouais. Qui lui demande s'il avait déjà été dans un I Quit match ou ça. Ouais. Puis non, pas vraiment, pas encore vécu ça. J'espère un jour peut-être l'en faire un. Puis il dit, toi, qu'est-ce qui te ferait dire I Quit? Puis là, il est juste super comme... Très genre premier degré, pis comme, moi c'est sûr, si tu me casses la cheville, oui, c'est ça. me battre, pis je vais dire I quit, là, tu sais. Tu peux pas te battre avec une cheville cassée, là, dans la vie. Super premier niveau, ça me fait beaucoup rire. Ouais. De juste, ben oui, effectivement, je serais pas capable de gagner un match si ma cheville est cassée. Il continue à dire, comme le Cody devrait se concentrer sur la cheville des Jay. C'est ça, s'il y a une cheville qui était, faut qu'il se concentre sur la cheville, faut qu'il y en ait un des deux qui brise la cheville de l'autre. C'est ça, là, tu sais. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment fait bon. fixation sur casser la cheville. Fait que, quand même, encore une fois, faites un sourire dans un trop long pre-show, malheureusement. Ouais. Heureusement, les gens étaient pas encore dans la salle, là. Fait que, il est arrivé dans la 2e heure. Fait que moi, il était pas là de la première. Ça aurait été long à attendre et à faire des chants à l'infini. Et justement, le pay-per-view commence. Et on commence maintenant avec genre des scènes backstage là, où on voit les gens arriver. Là. Ouais. Je sais pas si... Moi, je pense que je switcherais ça. Je pense que je commencerais avec le vidéo package tout de suite, les feux d'artifice. Puis ensuite, tu fais un retour sur les gens qui arrivent. On dirait que ça brise le rythme du début. Là, ça part. Ouais, je comprends. Puis là, au lieu que ça soit genre des feux d'artifice partout, c'est comme checker tout le monde qui arrive. Puis là, ensuite, on part le vidéo package. En tout cas, ma petite critique au niveau du pacing de ça. Et on commence avec un match. Un match important. Plusieurs avaient peut-être en main event, mais on décide de le mettre en ouverture. Qui est le fameux match. Bien d'accord avec ça. Ben oui, effectivement, il en faut si tu ne finis pas, tu veux ouvrir une carte à la lutte. Donc, c'est Cody Rhodes contre AJ Styles dans un match I Quit. Et ça l'a été mon match préféré. What? Donc, je vais vous l'analyser un petit peu plus en détail, ce match-là. J'ai pris mes notes dans un beau cahier. Wow. Fait que, d'abord, la foule, peut-être une petite parenthèse sur la foule. La foule qui était quand même déchaînée. Plus déchaînée que quand on est normalement aux États-Unis. Moins déchaînée que la France. Ouais. Fait que, je pense aussi peut-être un peu moins déchaînée qu'à Montréal, j'ai trouvé. Mais très créative, cependant, dans les types de chant. Lorsque les deux arrivent, AJ, clairement, à la France, n'est vraiment pas apprécié à Scotland. C'est beaucoup plus Cody qui est le gentil clair de dans ce match-là. La foule qui aime chanter la chanson de Cody. Même quand elle se termine, la foule continue de chanter. C'est quand même un beau moment. Ça met de l'énergie, ça met de l'ambiance. Et ça hype les deux gars. Là. Tu sens qu'ils sont comme, let's go, on y va. On va vendre ça. Il y a la maman de Cody qui est ringside. Oui. Fait que là, il va faire un petit câlin lorsqu'il arrive. La foule réagit fort à ça. Je trouve qu'il y a eu une belle analyse. Je crois que c'est de Kevin Owens pendant le pre-show où il disait pourquoi Cody a apporté sa mère. Tu peux l'apporter, mais là, il l'a affiché sur les réseaux sociaux. Ça donne des munitions à AJ Styles de faire comme je vais menacer sa mère, puis il va falloir qu'il dise I quit. Fait que j'ai trouvé ça très très bon de nous laisser sous-entendre que peut-être il va se passer. Et il s'est passé quelque chose avec la mère de Cody. Pas ce que vous pensez. Elle n'a pas eu une si grosse importance dans le match, à la fin du match, mais ça reste que oui, je suis très d'accord avec cette analyse-là de faire comme tu donnes des munitions à ton opposant. Fait que pourquoi tu t'affiches comme ça, puis pourquoi tu viens la mettre en avant? Bon, c'est la lutte, là, mais ça reste que j'ai trouvé cette analyse-là quand même très pertinente. Et on a déjà eu un match qui s'est terminé comme ça. C'était Edge. Je sais plus si c'était. Oui, il était Edge à l'époque, où on avait amené Beth Phoenix ringside, et c'est ce qui avait. On s'est mis un peu à menacer Beth, à attaquer Beth, et Edge avait malheureusement dit I quit. Ouais. Je ne sais plus si c'était contre Christian. Je crois que c'était contre Christian. Mais vous nous direz si jamais ma mémoire me fait défaut. Mais je sais qu'il avait dit I quit à cause de ça. On avait menacé un membre de la famille. Est-ce que ça va arriver dans le match?
Vous allez voir, d'après moi, elle est pas là parce que pour rien faire quand même. Non. Le match commence, et là, dès que ça commence, tu sais, l'énergie de la foule, t'as à 100 parce que le premier coup que Cody donne, là, il donne un classique, genre un peu, il se met sur le dos, puis il donne le coup d'en face, là, un peu à la Goldust, à la Dusty Do. Ouais. Mais ce coup-là, il le donne tellement avec une grosse intensité de fin de match, mais c'est le premier coup du match que je suis comme, ok, les gars sont genre, sont jack, là, sont comme, let's go, on leur donne un maudit bon show. Ah oui, il était prêt, là. Ah, il était très prêt. Commence un peu technical, mais ça commence quand même rapidement. Là. Rapidement, on a un premier gros sell vers l'extérieur de AJ qui tabarote, atterrit, se pitcher par l'extérieur puis atterrit quand même un peu rough. À la AJ, ça n'a pas dû être un bum qui a fait du bien. Et justement, on a vu que ça a l'air de faire mal. Et Cody est le premier à demander. C'est une des questions dans le questionnaire. Qui va demander en premier? Et c'est Cody. Il a fait let's go, demande-y s'il veut abandonner tout de suite. Après ce gros bum-là. Mais non, il voulait pas abandonner tout de suite. On utilise par la suite, on pitch les deux se battent autour de l'escalier, hein, l'escalier en métal, d'acier, qui va avoir quand même un rôle important à l'intérieur de ce match-là. Oui. On l'utilise dès le départ et on l'avait un peu utilisé également dans la construction du match. Ouais. C'est un petit rappel de ça. Hein, on avait AJ qui avait un magnifique AJ Side Clash au-dessus de l'escalier, justement. Ouais, on l'a souvent souligné, on l'a même remis en replay, je pense, dans le vidéo package, là, pour juste mettre de l'emphase là-dessus. Puis oui, c'était un des beaux Style Clash que AJ a fait, là, vraiment, ça a de l'impact, vraiment. Ouais, bien exécuté. Fait que là, on rappelle un peu de ça en se frappant autour de l'escalier. Par la suite, rapidement, on va dans la foule. Ça peut être un peu rire, maintenant, hein, on passe pour genre se diriger vers... tu sais, clairement, les deux gars savaient où ils s'en allaient, mais t'avais un gardien de sécurité que lui, il avait peur. Il avait peur qu'il s'en souvienne plus. Fait qu'il est de même. Venez pas ici. Puis il a fait des gros signes de la main. Fait qu'il y avait un petit peu qui est fait, mais les deux gars, t'as juste comme, non, on s'en allait pas là. Fait que continue leur chemin vers la gauche. En dessous d'une sortie, si on veut, là, pour aller vers l'extérieur. Tombe dans les coulisses. On tombe même un peu en gorilla position. J'aime ça, hein, de plus en plus. Oui. Cette position-là où on a la réalisation qui se fait. On en profite pour étrangler les deux adversaires avec des cordes. Je pense pas que c'était des vraies cordes, hein, parce que il y a un peu la réalisation du show complet qui dépend de cette salle-là. Fait qu'on n'a pas trop été audacieux. Quoi qu'on aurait pu monter une fausse salle régie, tout péter cette salle-là. Ça aurait été quand même bon. Mais Triple T, on a vu là, Triple H, Paul Levesque, un peu de profil qui était juste là sur le bord. Fait que, j'ai bien aimé ça, ce petit bout-là. Paul Levesque avec lunettes, son nouveau personnage. On ressort de là. Et la foule est contente encore ça, parce qu'on s'entend là, quand on a un match qui se passe en coulisses, c'est plate parce qu'on regarde les écrans. Fait que dès qu'ils ressortent, ils restent pas longtemps, dès qu'ils ressortent, on a ils viennent par l'entrée principale vu qu'il est au Gorilla Position. Exact. Un gros pop, ouais. Par la suite, hein, on revient dans le ring, on essaie de placer un figure 4, on réussit à placer le figure 4, on essaie de faire abandonner. Non, il veut pas abandonner, il veut pas dire I quit. Par la suite, on sort avec du ring avec un gros move quand même dangereux. Là. Il y a un classique genre souplex qui passe par-dessus la troisième corde. Là, le souplex suit, mais très dangereux pour le coup, tout ça. Gros atterrissage qui fait un peu peur, mais très bien exécuté par les deux gars. Par la suite, on est sur le côté, fait qu'on en profite pour se faire des coups pas loin de la table des commentateurs. Fait on fait un premier souplex qu'on envoie là-dessus. Ensuite, on fait même un brainbuster très bien exécuté d'AJ sur Cody, sur la table. Fait que là, Cody est un peu magané pendant ça. La caméra suit AJ. AJ en profite pour aller un peu se chicaner avec Mama Road. Fait que là, ça chicane avec Mama Road. On commence à placer tranquillement. Tout de suite, il va peut-être se passer quelque chose avec Mama Road. Fait que non, c'était bien fait. C'était bien fait à ce moment-là. Et ça permettait à Cody de s'ouvrir un petit peu le front à ce moment-là. Fait que là, pendant qu'on a l'interaction avec AJ, on s'ouvre le front, on revient. Cody, classique Cody, tout plein de sang avec ses beaux cheveux blonds qui éventuellement vont finir un peu rouges. On suit par la suite. On revient dans le ring. On fait quand même plusieurs. C'est sûr qu'on utilise les armes. Là, fait que là, on a un AJ un peu plus en contrôle à ce moment-là avec un Cody qui saigne. On essaie de faire des prises de soumission. On arrive avec une chaise, donne des coups de chaise. Il demande s'il veut abandonner. Il dit non, on veut pas abandonner. Arrive avec des kendo sticks. Des coups de kendo stick. Let's go. Est-ce que tu veux abandonner? Il dit non, je veux pas abandonner encore. Let's go. Fais des dropkicks d'en face.
On essaie de prendre vraiment l'avantage à ce moment-là. Cody a réussi à quelques moments à reprendre un petit peu l'avantage, mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas dans le long terme, là. C'est vraiment AJ qui domine cette longue section-là. On met même la chaise dans la gorge de Cody. Et là, ça ensuit genre une espèce de descente du genou directement à sa chaise pour l'étrangler. On fait des prises de substitution avec un kendo stick. Il veut jamais abandonner. On prend même une bouteille d'eau et on prend du plastique. Tant si c'est capable de tuer l'océan, Paclage ta crise dans le dos. La bouteille, elle revole. Mais non, ça fait rien, ça non plus. Il veut pas plus abandonner, même si on y pitche du plastique dessus. C'est ça qui tue des tortues, mais c'est pas ça qui tue un Cody Rhodes. Non! Fait que là, il sait plus quoi faire. Fait que là t'as juste Mama Cody qui est comme en train de capoter. Fait qu'il est comme parfait. On va aller niaiser avec Mama Cody Rhodes ringside. Avant ça, cependant, non, il vole la ceinture de l'arbitre. As-tu vu ça? Il y a comme un moment, il vole la ceinture de l'arbitre. L'arbitre, là, pas ce qu'elle fait, là. Elle se fait voler une ceinture. Elle réagit pas. Elle s'est mal attachée. Je sais pas pourquoi. Elle trouve pas une très bonne job de ref, là, pas supposé donner des armes aux deux lutteurs. Il est pas capable de faire. Dans ce match-là, à part pointer un micro dans la face de quelqu'un qui a mal, l'arbitre peut pas faire grand-chose dans ce genre de match-là. Fait que à part là, après ça, la seule chose qu'il va à faire, c'est retenir ses pantalons puis pointer le micro, là, parce qu'il n'y a plus de ceinture, mais il y a pas grand-chose que l'arbitre peut faire dans ce genre de match-là. Fait que je comprends quand même. C'est jamais facile pour les arbitres, mais là, c'est une coche de plus. Coche de plus. Fait que là, faut qu'il tienne ses pantalons en même temps. Fait que là, AJ a grand coup de ceinture dans le dos. Quand même un peu stiff, hein. On essaie de faire une espèce de soumission avec la ceinture, mais la ceinture tenait pas. Il y avait trop de sang et de sueur. Fait que bref. Ça fonctionne pas faire ce visuel-là. Mais des gros coups de ceinture. Fait que là, c'est là. AJ est comme parfait. Ça marche pas. Fait que je m'en vais niaiser avec Mama Cody. Peut-être faire justement le plan que t'as parlé, le plan qu'on a parlé pre-show, le plan qui a déjà fonctionné dans le match de Edge avec Beth Phoenix. Fait que ça va un peu menacer Mama Cody. La pointe du doigt, la touche là, elle a pas aimé ça. Elle a pas aimé ça. Elle a même vu un petit réflexe de comme donner un premier coup sur l'épaule de lâche-moi. Puis après, claque d'en face. Une fois, même. Une fois, mais pas. 2 fois, même. 2 fois. Il revient à une deuxième claque d'en face. Je sais pas si c'est parce qu'il était pas satisfait de la première. On avait peut-être pas une belle prise de photo. Fait que là, il est fâché, AJ, mais il se reconcentre sur Cody. Il revient dans le ring. Il repogne un kendo stick. Let's go. À coup de kendo stick d'en face. Il chiale après maman. Maman est comme lâche mon gars. Et là, un des. Je pense que c'est le plus beau spot, moi, d'armes. Il faisait longtemps que j'avais pas vu un beau spot d'armes comme ça. Mais t'as AJ qui monte sur. Pour faire son Phenomenal Forearm. Son coup d'avant-bras phénoménal. Fait que tu sais, il saute en springboard de la 3 quand il fait ça. Et au même moment, Cody, qui est couché à terre, pogne la chaise qui traîne par là, pitch la chaise, mais parfaitement, là. Parfaitement. Timing impeccable. Timing impeccable parce que il faut qu'il le fasse très au bon moment. Puis quand il est sur le springboard, frappe direct à la bonne place d'en face. AJ te scelle ça en volant par en arrière et tombe dans une table qui avait été installée un peu plus tôt dans le match. Ouais. Quel bel effet domino avec des armes qui auraient pu... C'est ça. Il faut un AJ Styles et un Cody Rhodes pour exécuter ça à la perfection comme ça. Là. Parce que t'as AJ qui sort un sac. On fait comme, c'est-tu des punaises? Qu'est-ce qui se passe avec ce sac-là? Parce que c'est un sac à punaises ou à dés ou à puck, là, peu importe si c'était dans le lead. Puis c'était des menottes, une chaîne et la clé pour les menottes qui est dans ce sac-là. Et la chaîne, il voulait la mettre alentour de son forearm parce que c'est l'avant-bras phénoménal. Puis, tu sais, ça a tout bien exécuté. Il était capable de l'installer quand même assez bien. On s'entend, là, des spots avec des chaînes, il faut que tu le mettes alentour de ton poignet. Là, ça marche jamais super bien, mais il avait réussi à bien le faire. Et t'en as pas parlé, mais quand Cody a sorti la table en début de match, je sais pas si t'as remarqué, mais il a sorti une première table. Puis, c'est comme s'il n'y avait pas de pied sur cette table-là. C'était comme juste la planche. Il a comme passé sur le côté, puis on a sorti une deuxième. Okay. Ça me fait bien rire de faire comme... Voyons, pourquoi je suis pas capable de mettre cette table-là debout? Pourquoi cette table-là est là? Il n'y a pas de pied dessus. Il a tassé, puis on a sorti une deuxième. Ça me fait bien rire, ce genre de botch-là, finalement, que c'est bien repris. Là. Mais oui, AJ Styles, super beau spot. Le spot, d'après moi. Non, le deuxième spot du pay-per-view. J'ai un spot qui m'a encore plus impressionné dans le main event. À savoir si c'était prévu ou pas, on y reviendra, mais ouais, AJ Styles, gros sel. L'exécution, c'est ça, avec un Cody menotté, avec... c'est vraiment bien fait, c'est vraiment très bien fait.
Fait que là, pendant que AJ est mort à l'extérieur, là, Cody en profite. Là, je sais pas pourquoi, il aurait dû lancer les clés, les cacher, les mettre dans ses poches. Non, les clés étaient là. Les clés étaient là, il traînait. Fait que là, il s'en va pogner les clés. Il se défait des menottes, Cody. En profite pour s'enlever tout ça. Et là, à partir de ce moment-là, il reprend l'avantage pour un peu s'enligner vers une belle fin de match. Fait que commence tout d'abord avec essayer de placer son Cody Cutter. Par la suite, on essaie de lui-même mettre des... voyons, de faire des crossroads. Oui, on fait même un crossroad, on met une chaise. Sur la chaise. Ça, c'est la foule qui en redemandait. C'est la foule qui disait encore. Puis Cody, ben, c'est un homme du peuple. Fait qu'il l'a refait. Il l'a refait 3 fois. Il s'exécute, fait plein de crossroads. Tant égal, là, t'as comme AJ qui est... D'ailleurs, ça me rappelle, j'ai oublié de parler d'un spot là, dans le match un peu plus tôt, mais il y a un spot où AJ fait une soumission à Cody. Cody s'évanouit. Oui. Quand il est à l'avantage. Et là, t'as comme AJ qui s'élève. Il est comme, bien sûr, je gagne. Puis là, ben, t'es comme, non, faut qu'il dise I quit. C'est ça, moi, je me demandais aussi, là, c'était quoi les règles là, par rapport à ça. Exactement. Fait que là, on revient dans le présent. C'est un peu ça. AJ qui est comme mort à terre parce qu'il reçoit genre 3 finishers, un finisher sur une table, des coups de chaise par la suite. Veut pas dire I quit. Cody est comme, parfait, tu veux pas dire I quit. Pogne les menottes, l'attache, s'en va l'achetaler dans le coin. Puis là, Cody fait un John Cena de lui-même parce que là, il prend une force surhumaine, une force herculéenne. Oui. Il prend la chose la plus difficile, la plus dure, la plus lourde sur Terre au complet. Il prend un escalier d'acier, de métal dans ses mains. Tu crois? Il amène ça dans le ring. C'est incroyable. Je savais même pas que c'était possible d'amener ça dans le ring. Amène ça dans le ring. Le lève. Et là, c'est comme si c'était pas l'eau parce que c'est Cody Rhodes. Là. Il est sur l'adrénaline. Il est capote. C'est fou. Et là, il est comme, je vais te tuer avec mon escalier de métal. Et comme toute personne intelligente qui suit le moindrement la logique de comme, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop de métal, ça peut pas m'atterrir dessus. AJ est convaincu et décide d'abandonner parce qu'il veut pas recevoir l'affaire la plus dure au monde dessus lui. Il sait que ça va probablement le tuer si ça arrive. Il veut pas mourir, fait qu'il préfère dire I quit. C'était le choix à faire, c'était la bonne décision, je suis persuadé. Ouais, et là, t'as Maman Road qui est contente après le match. Cody se lève, mais Cody... Tu sais, il était de même, il était déjà décidé de c'est bon, je vais lui donner un coup. Fait qu'il s'exécute quand même. Ça faisait un petit peu ill, ça. Quand même donner le coup de métal. Fait que on dirait vraiment, c'est ce qu'on a essayé de nous vendre tout le long de cette rivalité-là. Cody plus intense, plus. On essaie de donner une autre dimension au personnage de Cody. Là. Genre émotionnellement à bout, là, tu sais. Ouais. Là, même si l'autre est abandonné, décide de s'exécuter, qui serait un move quand même de méchant. Donc, mais la foule est quand même contente. Tu m'as chanté. Pendant qu'il s'exécute, d'ailleurs, on coupe la musique pour essayer de créer un moment un peu dramatique, mais la foule fait juste continuer à chanter la chanson. Donc, on dirait qu'on vit pas le moment que la WWE aurait prévu un peu dans son script. C'est ce qui est dangereux avec une foule si en feu, c'est que oui, c'est le fun, oui, ça donne l'énergie, mais ça peut hijacker le show très très facilement. Puis on a eu des petits aperçus là où c'est pas exactement vers là on voulait aller comme émotion, mais regarde, on n'a pas le choix, faut suivre la foule, c'est eux qui décident en bout de ligne parce que tu peux pas aller. Après moi, on va faire un vidéo package de ça en enlevant les bruits de la foule et en se concentrant sur la belle voix de Michael Cole qui va dire qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Parce que clairement, c'est ce qu'on veut amener. On veut amener un Cody qui est peut-être commence à être brisé mentalement. Un peu, c'est ça. C'est peut-être ça qui va l'apporter à la perte de sa ceinture. Puis là, on va être capable d'aller vers littéralement le vrai heel turn d'ici peut-être un an ou deux avec toute l'accumulation là, de tout ça. Ou pas, ou peut-être juste il va s'en aller puis il va revenir encore plus gentil que gentil. Qui sait vers quoi on veut aller, mais c'est ça qui est le fun avec M. Paul Levesque, c'est que on sait jamais exactement vers où il veut aller. Et que... puis pendant la célébration, après le match, Cody il s'élève, s'en va sur la rampe, et là, qui arrive pas pour l'applaudir? Solo! Arrive, il applaudit, bravo, good job. On est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Solo est là? Pourquoi il est là? Et là, évidemment, quand Solo arrive, les bandits! Le Bloodline 2.0 arrive. Les bandits qui n'ont pas eu de background check arrivent pour péter Cody. Ah! C'est pas fin. Avec un beatdown de Cody, les Tamatonga, Tangaloa,
Tout le monde qui est des A commence à beat down, tout ça. Mais là, qui vient pas l'aider? Kevin Owens, qui était au commentateur, il était pas loin, là, tu sais. Il s'était même acheté un beau chandail de Scotland 316 parce qu'il aime bien Stone Cold lui également. Ben oui. Et là, Randy Orton, il est là également. La veille, on continue cette histoire-là. On a KO contre la Bloodline. Et là, ça enligne vers... Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu faire un match déjà solo contre Cody à Money in the Bank? Puis là, poursuivre le reste, ou on va faire un 3 contre 3 à Money in the Bank? Ben c'est ça, c'est où la ceinture sera pas en jeu. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qu'il faut décortiquer. Parce que je sais pas si tu as remarqué, les yeux de Randy Orton étaient fixés sur la ceinture anistique. Fait que, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Là. On a ouvert beaucoup de portes dans cette fin de match-là, puis j'haïs vraiment pas ça. Non, ben je suis content que tu l'aies remarqué parce que moi aussi je l'avais noté. Là. Ça l'installe des petites choses tranquillement, pas vite. Fait que, on dirait, moi, je le ferais 3 contre 3 à Money in the Bank. Et peut-être qu'à SummerSlam, il y aura peut-être une trahison dans ce 3 contre 3-là. Et Randy Orton profitera et voudra peut-être construire quelque chose de plus grand. Il aura peut-être une dernière chance, lui aussi, un dernier run à la ceinture. Parce que, ouais, il semblait très... C'était comme son précieux. Hein. Il avait l'air de Gollum avec son ring. Oui. Ça va être à moi. On n'aura pas le choix de donner à Randy le record du nombre. Parce qu'il est à quoi? 2 championnats de battre John Cena ou d'égaliser John Cena? D'égaliser, ouais. D'égaliser. Fait que je pense que... Et Ric Flair également. Oui, exactement. Fait que je pense que ça serait le monsieur qui pourrait battre le record de Ric Flair et de John Cena. Ouais. Fait que... le problème avec Randy, c'est qu'il y en a eu vraiment beaucoup trop rapidement dans sa carrière. T'sais, il est rapidement monté à comme 12. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune qui a jamais gagné le titre, le titre du monde. Là. Fait que ça l'a fait qu'il n'a pas pu en gagner beaucoup dans les dernières années parce qu'il en avait tellement accumulé dans son début de carrière que là, il est peut-être dû... Je pense qu'il va au moins en avoir un autre, assurément. Probablement 2 autres. Je pense qu'il le mériterait également. Ouais. Fait qu'à voir, on s'en va où. Mais somme toute, un bon match. Ça rouvre bien. Le pay-per-view, c'était mon match préféré. L'histoire avance. On s'entend, ça a été un peu garoché, toute cette histoire-là. Mais ils nous ont quand même proposé quelque chose. Et c'est rare qu'on a un Blade à l'intérieur de la WWE. C'est pas quelque chose qui est très... Exact. Fait que c'est pas quelque chose qui est fréquent. Fait qu'on voulait vraiment montrer que ce match-là, il y avait de l'intensité. Et est-ce que c'est la dernière fois que AJ... va tourner autour d'une ceinture ou va peut-être réussir? Va-t-il s'intégrer peut-être à Money in the Bank? Est-ce qu'on va poursuivre cette histoire-là? Essayer de se réintégrer d'une autre manière? Y avoir une nouvelle chance à la ceinture? Parce que là, deux défaites de suite, ça fait mal. J'ai une petite théorie là, qui est malheureuse parce que ça tournera pas autour de Sami Zayn pour le Money in the Bank. On en reparlera après le main event. Je vais essayer de me marquer une note pour pas l'oublier, mais j'ai une petite théorie sur le Money in the Bank et ce qui pourrait suivre par la suite. Et ça n'a pas rapport avec AJ Styles. C'est pour ça que je mets un petit tease tout de suite. Sinon, le questionnaire, est-ce qu'on a bien guessé? Est-ce qu'on a été bon pour ce match-là en général pour le questionnaire? Est-ce qu'on a eu des bonnes réponses, des mauvaises réponses? Est-ce qu'on était complètement dans le champ? J'ai l'impression que c'était le match le plus facile à caller. Ouais, mais tout le monde, 100% avec Cody Rhodes comme gagnant là-dessus. Pas beaucoup de surprises. Cependant, il n'y a pas eu d'intervention externe durant le match. Là-dessus, on était moins certains. Fait que 57% des gens qui n'allaient pas en avoir. Donc, il y avait eu la bonne réponse. Sinon, dans les armes utilisées, tout a pas mal été utilisé, sauf une poubelle. On n'a pas, en tout cas, il n'y a pas vu de poubelle être utilisée. Hein, on était dans la foule non plus. Donc, ça a été, somme toute, bien réalisé, ça également, pour les armes utilisées dans ce match-là. Et tout le monde avait également que le match allait durer plus de 20 minutes parce que c'est un match de Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, il aime ça, des longs matchs. Fait que, ouais, il a bien réussi dans le questionnaire pour ce match-là. Yeah. Et on va enchaîner avec le prochain match de la carte. Je te laisse y aller, le championnat féminin par équipe. Exactement, le championnat féminin par équipe. Donc, c'était Bianca Belair et Jade Cargill, les championnes depuis WrestleMania qui se battaient contre Alba Fire, Isla Dawn et
aussi contre Shayna Baszler et Zoe Stark qui sont en équipe depuis. J'ai appris, moi, dans le pre-show qu'il Oui. était Scotland. Oui, moi aussi, je savais pas. Fait que c'est pour ça qu'ils ont un peu intégré à la dernière minute depuis 2-3 semaines là, qui tournent autour de tout ça. C'est pour ça que c'est devenu un triple threat. Donc les Fire et Dawn qui sont Scottish. Donc on les a intégrés là. Je trouve ça très le fun quand même. Je pense que ça aurait peut-être changé mon guess. Moi j'avais guessé que Bianca Belair et Jade Cargill allaient garder le titre. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est Alba Fire et Isa Dawn qui ont gagné Les le locaux. titre, qui ont... Oui, les locaux. Un beau moment aussi là, avec la famille. Je pense que c'est la maman de Alba Fire, si je me trompe. Non, la maman de Isa Dawn. Une des deux. Bref, qui est décédée il y a quelques semaines. Donc, c'est un beau moment, je crois, là, qu'elle a vécu avec sa famille, d'avoir des fleurs avec les titres aussi en plein milieu du ring. Donc, j'ai trouvé ça très, 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 très beau, très, très le fun de leur donner. Le match comme tel se divise en deux. Donc, Avant le match, je vais quand même dire, quel look encore de Jade Cargill. Toujours. Incroyable. Le maquillage, Très, tout. Un genre c'est ça, genre de chaman ou Ouais. personne démoniaque, Scotland, un peu de trucs nordiques un peu, là, ça lookait. Là, ses cosplays, ses costumes, tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Elle doit avoir une connaissance un peu geek de tout ça, parce qu'une connaissance accrue là, de la culture générale, ou un peu plus c'est ça, poussée, avancée dans tout ce qui est la geekitude des costumes et de ces détails-là, parce qu'elle le fait toujours très bien. Ou elle a quelqu'un qui est proche d'elle qui le fait pour elle. Ben, je trouve ça mais le toujours maquillage très bon. là, était vraiment écœurant. Puis Bianca Belair, elle qui est arrivée en dragon. Peut-être un petit peu moins réussi, mais quand même bien réussi. Quand même très bien. À côté de Jade. Est-ce que c'était pour toi 2 entrées spéciaux ou une entrée spéciale à 2? Est-ce que tu l'as calculé? Non, c'était juste des costumes. L'entrée était pas... Exactement. Parfait. On est pareil là-dessus. Donc, c'est ça, le match comme tel, moi, je l'ai divisé en 2. Parce qu'il y a la première moitié où le rythme a été bon tout le long. Ça a été un bon rythme, ça jamais arrêté. Il n'y a pas eu de moment calme, ça a toujours été un bon rythme, ça déboulait. La première moitié du match, j'ai l'impression que c'était un peu plus facile à suivre, un peu moins des high spots. Donc, j'ai l'impression que les 6 filles qui étaient impliquées étaient capables de très bien suivre le rythme et très bien capables d'appliquer tout ce qui avait été monté. Maintenant, on se rend vers la deuxième moitié du match et là, ça devient un peu plus compliqué à suivre, un peu plus de botch, manque de coordination, manque d'écoute, manque de communication peut-être. Quand même, pas mal de botch, tout très bien repris et je veux pas être la personne qui pointe comme c'était pas un bon match parce qu'ils ont botché. C'est pas ça du tout. Faut juste rendre à César ce qui appartient à César ou les botches qui appartiennent aux botches. C'est arrivé. Est-ce que ça a été bien repris? Oui. Est-ce que le match était bon? Oui. Est-ce que le rythme était bon? Oui. Mais les botches étaient là, pareil. Le plus moi, ça me ramène dans ma tête. Là, oui, c'est ça, un peu quand même. C'est plus dur d'analyser ou d'apprécier le match parce qu'il y a beaucoup de botches ou de manque de coordination, manque de communication. Des fois, c'est juste un move de transition, un arm drag, une corde à linge, repousser l'autre dans les cordes, mais il y a tout le temps un petit mini-seconde ou un pas trop. Tu sens qu'il n'y a pas eu beaucoup de house show entre les trois pour pratiquer les transitions. Ouais, parce exactement. que ça manquait beaucoup de fluidité à plusieurs moments. Fait que... Moi, je sentais une Bianca Belair générale du ring qui essayait un peu de contrôler le trafic en aide avec une Baszler et une Stark qui avait un peu plus d'expérience, je crois, mais quand ça venait à Alba Fire et Isa Dawn, des fois c'était un peu moins et Jade aussi était... c'est ça. Elle sonnait, en tout cas, elle lookait un peu green dans ce match-là. Là. C'est là que je me rends avec Jade Cargill, le plus gros botch et un botch qu'elle a bien repris, là, mais c'est un saut de la troisième corde sur le hot tag pour faire une descente, un springboard pour faire une genre de descente en corde à linge sur son opposante et elle a glissé sur la corde. Ça arrive, c'est des manœuvres high flying, donc high flying, ça implique que le risque est plus grand, là, c'est pas juste faire un dropkick de par terre, ça arrive. Malheureusement, c'est que ça arrive souvent à la même personne et cette personne-là, c'est Jade Cargill. Maintenant, est-ce qu'elle mériterait de peut-être fake une blessure et retourner un 3 mois au Performance Center? Est-ce que ceci pourrait l'aider? Est-ce qu'on la couvre trop maintenant? Est-ce qu'on lui donne pas assez de chance? Je sais pas exactement. Qu'est-ce que tu allais dire, Maxime? Ben, je sens... La troisième corde a été un peu problématique
Tout le long du... Tout le long, un peu. Fait que Mhm. j'étais comme, est-ce qu'elle était assez tightée? Est-ce qu'elle était peut-être un petit peu trop lousse? Trop lousse. Parce ouais. qu'on a également une des deux filles qui a fini par gagner. Je pense que c'était pas Down, c'était Alba Fire qui a Mhm. sauté vers l'extérieur de la C'est vrai. troisième. Qui a un peu aussi le Manqué pied un un peu peu de glissé. Et spring, là, ça ouais. passait proche d'être catastrophique. Heureusement, il n'y a pas eu de blessure à travers tout ça. Mais la troisième, il me semble, un moment donné, on est parti de la 2. Les cordes avaient l'air peut-être un petit peu Ouais. lousses. Puis on y va venir peut-être dans le main event. C'est peut-être pour Peut-être ça. d'avoir ceci- une corde lousse. Ceci ça servi à d'autres explique cela. choses. C'est ça, exactement. Mais Puis, je sais pas ces si ça a cordes, peut-être surpris les filles. Dans le fonctionnement des cordes, c'est que chaque corde, c'est pas des cordes autonomes, indépendantes, c'est une corde qui fait le tour du ring. Fait que tu peux pas juste avoir une section du ring où les cordes sont lousses, tout devient lousse tout autour parce que c'est tout rattaché un dans Il y en l'autre. avoir une un peu plus lousse, mais Un pas coin tant que un peu ça. plus lousse, mais ça implique que tu as deux autres coins aussi. C'est ça. C'est la physique. Là. Si tu as un coin qui est lousse, les deux autres au bout de ce triangle-là sont aussi un peu plus lousses. Fait que ça revient tout un peu à avoir une belle équilibre là-dedans. Fait que oui, peut-être que le spot, qui je crois était planifié, on pourrait revenir à la fin. pense aussi. Ceci peut-être explique cela. Tout ça pour dire que j'ai aimé le match quand même. J'ai aimé la fin surtout. Je pense qu'on va peut-être être capable d'intégrer dans l'histoire qu'on nous raconte avec Belair et Cargill ces botches-là pour être capable de donner une motivation peut-être Ouais. de continuer un peu une histoire entre les deux madames aux gros muscles. Est-ce que ce Elle sera était un vendue long- femme forte, vraiment femme forte, Ouais. Jade. Là. Oui, oui, J'ai bien oui. aimé lorsqu'elle était prise par deux. Ouais. Et là, on la redescend par en arrière, ça goûtait. Là. Elle redescend par en elle est arrière, revenue. elle se relève. Ouais. Tu sais, c'est Et puis ça a été long, c'est- là. C'est un long spot. Là. Elle a reculé, Ouais. reculé, puis elle est le revenue. boom, là. elle frappe Ouais. les deux autres, elle renverse un peu. Fait que ça, c'était des bons spots pour la rendre powerhouse. Mhm. C'était un peu plus dans la première section Ouais. du match. Oui, c'est ça. Puis également, à la fin de toute cette section-là, prend les deux autres lutteuses, une sur son dos, une dans ses bras, les pitch par en arrière. C'était très powerhouse, c'était très bien fait pour ça. On lui donne des fait spots que pour qu'elle paraisse bien. Fait que oui, puis elle les réussit quand même majoritairement du temps, mais ça reste que des petites lacunes ici et là. Moi, j'ai aimé le match, content du résultat. Un beau moment pour la crowd, pour les locaux. Vraiment, écoute, c'est bien surprenant. Moi, ça m'a Oui, vraiment, surprenant. C'est ça qui est vraiment le fun. surpris. J'ai hâte d'aller voir là, dans le questionnaire, ça ressemblait à quoi, mais c'était très surprenant. Il y avait quand même beaucoup d'éléments de ce match-là qui auraient pu faire. S'il n'y avait pas eu de bot, ça aurait été un match très rythmé, très bon. Parce qu'il y avait beaucoup de spots quand même au pied carré. Là. Des tours, des Tower of Doom de la troisième. Oui. Encore Belair qui a quelqu'un en powerbomb et qui fait un big boot en même temps, qui drop Ah ça. ouais. Tu sais, il y a comme plein de bons moments dans ce match-là qui ont été un peu gâchés par les Mhm. quelques spots. Un espèce de tout, tu sais quoi, un 480, 450 Que- par en avant de qui finit un Belair coup de qui tombe genou. sur le dos, là, les genoux dans le dos. Ah ouais, Tabarouette, c'était ça beau, lookait ça et tout pour Mhm. briser une soumission. Ouais. Et au final, ben, il y a Ice Down qui vole le pin Complètement. carrément, puis il remporte le Pin match. Baszler qui venait de manger le finish de Cargill et Belair, Ouais. qui est un super beau finish d'équipe, là, on va le nommer. Là. Un genre de coup de pied d'en face, souplex, qui. En tout cas, ça look vraiment, vraiment bien. Puis oui, un vol, littéralement, de pin. Fait que, ouais, On va voir. bon match. On va voir ça, ils vont garder la ceinture combien de temps, mais comme tu l'avais prédit, hein, le Triple Threat, c'est toi qui avais collé ça dans nos prédictions. Hein, Mhm. Ça sentait la fin peut-être pour ne pas qu'il y ait de pin clair sur les championnes. Yep, Mais qu'il y ait yep. un vol de pin, Regardez. quelqu'un qui mangerait le pin. Je croyais que ça allait être l'inverse de mon côté. Ça allait être plus les Madame Scotland de Scotland qui allaient le manger. Mais non, Mhm. on leur a donné la victoire. Yep. Et on va y venir, mais c'était la seule victoire où on a pu se réjouir. Ouais. Quoique, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ben là, s'ils donnent ça aux filles, ils peuvent pas le donner plus tard Ben, c'est ça. aux autres plus gros noms. C'est ça. Mais finalement, ils m'ont bien eu. Ah, les Paul coquins. Lévesque, Les il m'a eu. Coquin. Aïe, aïe, aïe. Fait que bon, c'est ça. Dites-nous, vous, si vous avez aimé ça, malgré les botches, là, ce match-là. Dites-le dans les commentaires. Ouais. Mais nous, c'est ça. Apprécié, mais ça a été dommage un peu. Mhm. Prochain match sur la carte, on avait notre ami montréalais, Sami Zayn, contre Chad Gable et Alpha Academy, mais qui n'était pas là au complet. On avait Tozawa qui n'était pas présent ringside. Non.
Pendant l'entrée de Sami, on va revenir dans le prochain épisode ou dans une capsule séparée, mais il y a eu le code QR Ouais. pour ce qui se passe présentement Là, avec les codes là, QR. c'est clairement une menace. C'est clairement on vous a averti. Si vous êtes pas prêt, c'est votre problème. C'est généralement, grossièrement, là, ça a été, je le résume comme ça. Exact. Et si vous souhaitez voir cette analyse-là, ben allez trouver la vidéo séparée. Ouais. Ça va être la mise à jour Direct. numéro 7. Directement sur Probablement notre, la channel, sur notre channel YouTube. On les a pas décortiqués comme ça à l'audio. Fait que si vous voulez vraiment voir juste les extraits, tout, parce que ça vaut la peine aussi de venir voir. On a beaucoup de support visuel. Donc venez sur notre channel YouTube si vous êtes à l'audio pour pouvoir voir les mises à jour des codes QR et savoir ce qui va se passer ce soir, en fait. C'est surtout ça aussi parce que c'est ce soir, le grand soir pour tout ce clan. En tout cas, c'est la date. C'est la date qu'on nous martèle depuis un mois. C'est ce qu'on estime. Donc rendu là, c'est à savoir si Maxime a eu raison. Fait que ça, si vous avez le temps de vous mettre à jour là-dessus, faites ça. Mais sinon, pour le match entre Chad et Sami Zayn, encore une fois, tu sais, c'est quoi, le 4e match qu'on a entre les deux dans le dernier mois? Ouais, 3 ou 4, là. 3 4e, mais ils nous sortent quand même des bons. En tout cas, moi, je trouve le niveau technique est très élevé dans leur match. Puis le niveau histoire est très élevé également. Fait que c'est difficile de pas aimer ce match-là. Pour moi, ça part déjà à genre 4 étoiles sur 5 parce que c'est super bien exécuté à plein de moments. Puis on nous raconte en même temps l'histoire d'Alpha Academy à travers tout ça. Je pense que c'était très technique, mais je pense que pour moi, là, personnellement, pour que ce soit mon match de la carte, je pense qu'il manquait juste un petit niveau de lutte. J'aurais pris une petite coche de plus, peut-être dans le rythme, mais en même temps, si tu montes le rythme du match, c'est plus dur de raconter l'histoire qui est en amont, qui fait toujours du sens, qui est toujours connecté avec. T'es un peu comme ils nous ont montré dans le match de il y a 2 semaines à Raw, si je me trompe pas, où c'est un petit match très très court, mais c'est l'histoire qui passait par-dessus. J'ai l'impression qu'on a un peu répété ça, mais avec un match un peu plus long. Fait que c'est vrai que c'est ça, c'est tout le temps l'équilibre entre la lutte et l'histoire. On priorise l'histoire dans ce côté-là, mais on néglige quand même pas la lutte. C'est juste que je sais que ces deux lutteurs-là, surtout ensemble, auraient pu donner une petite affaire de plus côté lutte. Mais ça, c'est très... C'est ma opinion, comme dirait les appendices. Ouais, exactement. Et la foule aussi était en feu pour ce match-là. Ouais. Était vraiment en feu. Beaucoup de chants. Un chant qui était drôle, qui était aussi pendant Cody Rhodes, mais qui était sur l'air de Daddy Cool. Ouais. Daddy, et Cody Rhodes. Là, on avait Sami Zayn. En tout cas, je pense qu'il aimait cette chanson-là parce que c'est revenu à quelques moments. Gable a travaillé sur le bras gauche de Zayn, qui était comme un petit peu blessé déjà un peu avant le match. On avait blessé dans les dernières semaines. Fait que c'est ce qu'on vendait du côté in-ring, du côté technique. On s'entend, les matchs de Zayn, il y a toujours quelque chose qu'il faut vendre parce que c'est sa grande force. Oui. Vendre comme pas un quelque chose dans son corps. Et de l'autre côté, on avait... C'est qui ça, pas un? Et du côté d'Alpha Academy, on avait Maxime qui vendait la jambe et ça a eu un impact dans le match. Parce que elle s'était cassé la cheville après une altercation, si on veut, il y a 2 semaines avec Otis et Gable, et Zayn et tout ça. Bon, bref. Fait que, le match quand même, moi j'ai quand même apprécié. J'ai encore beaucoup aimé l'espèce de... Les souplex de Gable quand il finit en bridge, là. Je trouve tout le temps que ça look, là. Mais il y a eu un beau spot où Gable fait des souplex, puis là, Sami est comme, ah ouais, lui aussi, il fait des souplex. Il y a eu comme 8 souplex back-à-back de part et d'autre. C'est toujours très impressionnant. Sami qui donnait des souplex très haut sur son... Comme Gable tombait littéralement dans la face. Je trouvais ça quand même très drôle. Là. Hey, il y en a une, là, il y a un des souplex. Je pense que c'est plus vers la fin du match, mais il tombe direct sur la tête. Là. Ouais. Ça a comme... Il y a juste Gable qui est capable de comme, de faire ça sans blessure. On essaie, Gable essaie de diriger un peu le trafic de son équipe. Fait qu'à quelques moments, pogne l'arbitre, la met, puis il est comme, elle l'attaquer. On pense que Maxine va y aller, finalement, non, elle se retient. Et là, Gable n'est pas content, ça va chicaner les gens. Maxine monte sur le coin, tout ça. Oh, ça passe proche d'avoir un Oliver Kick d'en face de Maxine. Heureusement, ça l'arrête là, mais Gable en profite parce que là, Zayn il se sent un peu mal, là, on fait ça. Fait que, boum, fait des souplex. Un super beau souplex de ça. Il y a également un superbe dropkick pendant que Zayn saute de la 3e. Et Gable te fait un dropkick tellement haut dans les airs, c'était superbe. Oui. Un springboard moonsault, si on veut, vers l'extérieur. Le move classique un peu que Zayn fait.
Ouais, c'est vraiment bien fait tout le long. Vraiment. Les Vraiment, différents mouvements. Et là, on commence à s'attaquer à la jambe, parce qu'on s'entend, ça, c'est l'ankle lock que Gable a comme soumission. Là-dessus, j'aurais peut-être préféré, dans la logique du match, Gable change sa soumission pour quelque chose qui attaque le bras gauche. Oui, je suis d'accord. Parce que là, il s'est mis à attaquer la jambe, mais c'était pas ça qu'on vendait depuis le départ. Même, fait que, tu sais, on dirait, s'il avait peut-être commencé avec la jambe, puis là, il aurait joué que, ouais, je catch qu'il faut que j'aille attaquer le bras. Ouais. Et là, se met à attaquer le bras, ou, tu sais, il est capable de te sortir une soumission où il fait un ankle, mais en même temps, il ramasse le bras en même temps pour faire mal. Je pense que ça aurait eu plus d'impact. Ça, c'est peut-être mon petit défaut côté booking, côté logique dans ce match-là. Quand on va vers l'extérieur, Otis, encore une fois, il va-tu l'attaquer, il va pas l'attaquer, on sait pas. Il hésite. Finalement, il décide de pas le faire. Il décide de pas le faire à ce moment-là parce que... Ce que moi j'ai trouvé bizarre, parce que ce qu'on nous vendait lundi passé à Raw, c'est qu'Otis avait comme pété une dalle, puis il était rendu, peut-être pas complètement du côté de Gable, mais mais là, rendu là. Il a déchiré son gilet. Là, ouais, ben c'est ça. Fait que il a frappé Zayn dans le coin, mais il visait-tu Gable qui était là, qui s'est tassé. Puis tout ça, je trouve ça bien. Je trouve que ça commence à être un peu long. Surtout que de la façon que ça s'est terminé dans ce match-là, finalement, on a fait mal à Maxine. On a refait mal à sa jambe. Il se met à attaquer à la jambe de Zayn. Zayn le contre. Et là, t'as Gable, un peu effet domino, rentre dans la jambe de Maxine. Rentre quand même solidement, bien dans la jambe de Maxine. Et là, ça la blesse. Et là, Otis voit rouge. Il va-tu frapper Gable? Va-tu pas frapper Gable? Finalement, non. Décide qu'il frappe pas Gable. Décide qu'il frappe pas Zayn non plus. Non, c'est ça. Fait que là, il fait juste... Parce que Maxine est comme, viens m'aider à la place. Et là, part avec Maxine. Et c'est ce qui coûte le match au final de Gable. Parce que... Il se demande pourquoi il part, puis il chiale un peu après Otis, puis pendant ce temps-là, ben, Sami Zayn, il reprend de l'énergie, il a mal un petit peu à la jambe, mais là, ce coup-là, il a pas assez mal, il fait quand même le louva kick. Et il pin pour le 1, 2, 3, garde la ceinture, et lorsqu'il quitte, hein, t'as un Gable un peu qui regarde dans le vide, qui comprend pas trop, et t'as Zayn qui dit, c'était de la dernière chance, mon chum, c'est terminé. Wow. Et ça termine. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression, cette rivalité-là, parce que là, c'est 2 défaites. En fait, 3 défaites, même parce qu'il y avait un triple threat également à travers tout ça. Fait que là, 3 défaites de suite où Zayn garde la ceinture et Gable a rapport dans ce match-là. Comment on va construire la suite? Ben ça, maintenant, pour la suite, est-ce que c'est Gable qui va aller recruter des Creed Brothers, qui va aller en feud contre Otis? Comment ou pourquoi est-ce que Sami va aller complètement ailleurs, va aller en feud contre je sais pas qui, je sais pas quand, je sais pas quoi, je sais pas où? Qu'est-ce que ça va nous présenter? Parce qu'on s'entend, Sami Zayn à Money in the Bank à Toronto, c'est un peu quand même un local, vu qu'il est canadien. Donc, contre qui on va aller lutter pour Money in the Bank? Qui va arriver quand même assez vite. Il reste 3 semaines. Là. Ouais. Mon nez me dit qu'il scelle bien. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être une bonne cible au clan qui va arriver. Peut-être que le clan va viser Sami Zayn et on va le partir vers cette histoire-là. Okay. À voir, mais c'est quelqu'un qui scelle bien, puis j'ai l'impression que le massacre qui arrive ce soir, lundi, le 17 juin, risque d'influencer. Parce que là, c'est très ouvert. Là, mais ce qu'on nous dit, ce que Kevin Owens nous a raconté aussi en pre-show, c'est que Sami Zayn a toujours le don de se mettre le nez où il n'y a pas d'affaire à aller se mettre, parce que c'est, ça doit être Jackie Redmond qui lui disait pourquoi Sami s'est retrouvé dans cette histoire-là avec Chad Gable, puis Kevin de répondre c'est une bonne personne, puis il veut que tout le monde soit bien, puis il a le don d'aller se mettre le nez où il n'y a pas d'affaire. Fait que ça peut très bien fitter où il essaye d'aller convaincre ce clan-là de personnes qui arrivent de nulle part, qui arrivent des enfers finalement, faire comme arrêtez de battre tout le monde, puis c'est là que oui, fait que j'aime beaucoup, j'aime ta théorie de Sami Zayn. Ou essaie de défendre des gens, puis c'est ça. Il est juste dans leur chemin, fait qu'ils sont comme on vous l'a dit, soyez pas dans notre chemin, sinon on vous détruit. Fait qu'à voir, tu sais, mais il risque d'avoir plus qu'une personne dans ce clan-là, il va falloir des gens maintenant qui servent un peu de chair à canon. Fait qu'est-ce que Zayn en sera une des personnes qui servira de chair à canon? À voir.
Parce que ta théorie où Zayn perd pour aller chercher Money in the Bank ne tient plus vraiment, malheureusement. Ne tient plus. Ça sera pas cette année, Sami Zayn in the Bank, ça sera pas cette année. Et j'ai ma théorie que je vous dirai à la fin du main event, vers où ça peut s'en aller. Fait que oui, on enchaîne ça, avec le prochain match. Bayley contre Piper Niven, qui elle était accompagnée de Chelsea Green. J'ai quand même vraiment aimé ce match-là, parce que on a quand même bien vendu Piper Niven. Je trouve qu'elle a eu une belle offensive, elle s'est bien défendue. Un peu court, je trouve. Oui. Le match est un peu court, ça n'a pas dépassé les 15 minutes, mais une bonne intensité quand même. Absolument. L'impact de Chelsea Green a été moins grand que ce que j'aurais pensé, parce que rapidement elle se fait sortir. Oui, mais elle s'est sortie, mais c'est peut-être parce que tu l'as pas reconnue, parce qu'elle avait un match. C'est elle qui est revenue. C'est elle qui est revenue. Ouais, okay. c'est pas Rey Mysterio. C'est elle qui avait le masque de Rey Mysterio qui est revenu en plein milieu du match. C'est ça. Tu l'as peut-être pas reconnu, c'est pour ça qu'elle même à ça, elle a pas eu un grand impact même quand elle est revenue. Mais moi, c'était un peu drôle. Oui, ça c'était un beau petit comedy spot là, que comme juste Chelsea Green est capable de le faire là, bravo pour ça. Puis moi malheureusement, j'ai jamais cru que Piper Niven pourrait gagner la ceinture, même si on était chez elle, surtout que les filles de l'équipe des tag teams venaient de gagner. Ça a enlevé une couche de plus à faire comme elle a. On pourra pas donner un autre moment. Si on veut donner le gros moment à Drew à la fin, parce qu'on est encore dans cette optique-là, à ce moment-là. Ouais. Bayley qui fait super bien paraître Piper Niven. Piper Niven qui tient son côté, là, est capable de bien paraître elle-même, mais ça reste que en équipe, les deux, super bien paru. Bayley qui lutte comme une super babyface, underdog, qui réussit à contrer la montagne, à monter, à surmonter Piper Niven. Fait que... Bayley qui kick out aussi du finisher de Piper Niven, j'ai trouvé ça quand même très bien fait, très le fun. J'ai un petit pop quand même, fait comme ok, wow. La foule qui était quand même là. La foule qui était c'était très face contre face, hein. Oui, absolument. Parce que même à certains moments quand Bayley donnait des coups, des petits tués, mais il y avait aussi beaucoup d'encouragement du côté de Bayley. J'ai l'impression qu'elle est vraiment très appréciée. À cet endroit-là, il y avait le chant classique. Hey Bayley, tout ça. Ouais. Mais on avait beaucoup de chants de Piper Niven, même si effectivement on les croyait à moitié. Ouais, puis le match a été monté Piper Niven heel contre Bayley face. Le match était construit comme ça, mais la foule n'a pas mordu à cette en fait, Chelsea Green était la seule heel pour vrai. Oui. Parce que quand c'est fait sortir, les gens étaient très contents. Ouais. Puis bref. C'est la seule qui était clairement ill dans ce match-là. Un bon petit match. Un superbe elbow drop, comme toujours, là, de Bayley. Lorsque Chelsea revient, là, qu'elle pitch la madame avec un masque de Rey Mysterio, sa barricade, ça lui également. C'est ça. Un bon match. Mais peut-être un petit peu court pour moi, mais un moment donné, c'est ça. C'est ça. Mais on l'a mis en pay-per-view parce que le pay-per-view est dans le pays natal de Piper Niven. C'est un match qu'on aurait pu avoir en main event de Raw, main event de SmackDown. Ça aurait fait à peu près la même. Ça aurait eu à peu près la même impact. On l'a mis en pay-per-view. Ça mérite d'être en pay-per-view, là. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que ça... Voilà, je sais un peu, pas indifférent, mais un peu... c'est très 2.5 sur 5 là, niveau excitation, même si le match comme tel peut être un 3.5 sur 5. Je commencerai pas à mettre là, des pointages sur tout, là, mais ça reste que dans l'optique de tout ça, un peu comme le match de ceinture pour filles, le match a été bon, mais j'ai pas cru, fait que ça aide pas à hyper le match quand je l'écoute, donc un peu indifférent de ce côté-là, même si la lutte, très bon. Bayley, toujours bonne, Piper Niven, excellente aussi. Et tu sais, on est des sommeliers, fait qu'il y a des petites références, moi, que j'ai bien aimé de la part de Corey Grave à la fin. Il y a le Piper Niven qui a fait un Big Bossman Slam, qui est également un des finishers à l'époque de Abyss à la TNA. Je sais pas si dans le temps t'écoutais ça, mais qui est rendu producteur. Et t'as Corey Grave qui l'a nommé que c'était... cool. Et le move a été fait que c'était comme dans les abysses. In the Abyss, fait que petite référence de ce côté-là. À Monsieur Abyss qui est rendu producteur de leur côté. Et on termine avec un Crucifix Driver, un move qu'on voit pas si souvent, mais qui est comme un power... on va dire un power package sur des personnes un peu plus
Ouais. powerhouse. Quand même bien Fait que, fait, là. Très bien fait. Là, ouais. Ben, tu sais, c'est Bailey, c'est rare que ça rate. Oui, là. c'est ça. C'est pas de sa faute, d'habitude, quand ça rate quelque chose. Mhm. Donc, ouais, Ouais, mais tu sais, ce move-là, ça dépend beaucoup de la personne qui le reçoit, un peu comme un Canadian Destroyer. La personne qui dirige le move, c'est la Ouais. personne qui mange le move. Ouais. Fait que Piper Niven l'a quand même bien exécuté pour le 1, 2, 3 de la part de Bailey. Ouais. Je m'attendais pas Mais que surtout ça que finisse sur ce move-là. Je m'attendais pas que ce soit là, la Non. fin. Mais moi, j'ai trouvé ça intelligent parce que le finisher normal de Bailey, j'ai pas l'impression qu'il aurait bien looké avec Piper Niven. De Ah, je suis par, d'accord. tu sais, sa taille, sa manière qu'elle est. Fait que le crucifix, j'ai l'impression que ça lookait beaucoup plus ouais. pour avoir un finish Mhm. que de l'impact. Parce que le petit genre de face first, mais on dirait qu'il faut quelqu'un qui donne vraiment un bon swing. Là. Ah ouais, Fait par que, là. peut-être moins Ouais, je suis la d'accord. flexibilité du côté de Piper Niven. Fait que je pense que c'était un bon choix de la faire finir par un crucifix driver. Donc, d'accord. bref, petit bon match, mais pas assez long, selon moi. Selon toi, tu as bien aimé ça. Fait que, Absolument. je suis pas toujours d'accord. C'est bien correct. Et finalement, le dernier match que moi j'ai bien aimé, particulièrement la fin, et qui, toi, a été ton match préféré Oui. dans ce pay-per-view-là. Oui. On a Damien Priest contre Drew McIntyre, le local, pour le championnat du monde poids lourd. Une revanche de WrestleMania parce que Absolument. Priest il était venu cacher son money in the bank sur Ouais, Drew, malheureusement. pas fin. Et là, c'est comme la revanche dans la ville natale, ben presque la ville natale de Drew McIntyre. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre, dans ce match-là? Eh ben, écoute, qu'est-ce qui s'est pas passé dans ce match-là? Ouais. C'est un match avec un pace extrêmement rapide pour deux messieurs de leur grosseur. Écoute, il y a eu un dive par-dessus la troisième à l'extérieur du ring de la part de Drew McIntyre. Ouais. La même chose a essayé d'être fait aussi du côté de Priest. Avant de se rendre à ce spot-là, par exemple, faut nommer le gros travail des deux lutteurs, des coups de tête qui sont donnés, des avant-bras, des coups de poing. C'était vraiment un rythme endiablé. Je m'attendais à avoir un match peut-être un peu plus long, avec un pace un peu plus slow. Finalement, on nous a raccourci ça quand même un peu. Je sais pas si tu as le temps officiel du match. On doit tourner alentour là, en bas du 20 minutes, j'imagine. Tout juste au-dessus, 20 minutes 20. Bon, donc on est dans le 20 minutes. Un main event peut facilement, habituellement, aller dans du 25, 30, 35 minutes. J'ai l'impression qu'on a décidé d'aller avec un rythme beaucoup plus vite, mais un match un peu plus court. Puis je pense que ça a fonctionné pour les deux. Les deux qui travaillent super bien, peu importe la grosseur de la personne qu'on met en avant d'eux, sont capables de s'adapter. Ces deux lutteurs qui ont 15-20 ans d'expérience. Donc, et le spot qui a retenu l'attention, c'est un spot qui, comme j'avais pas fait le lien, puis c'est toi qui en as parlé tantôt, Maxime, c'est un spot dans les cordes où Damien Priest souvent va faire ce spot-là où il met son pied sur la deuxième corde, va se donner une swing pour flipper par-dessus la 3 et s'en aller à l'extérieur du ring, mais son pied est resté pogné entre la 2 et la 3, ça a flippé. Je sais pas s'il y a des gens qui se souviennent du spot de Mankind, qui a été fait, mais lui c'était avec sa tête, on s'entend, là, c'est pas le même impact. Et on a mis beaucoup d'emphase sur le fait que c'était pas planifié, là, parce qu'on s'entend, les commentateurs vont pas dire comment c'était pas planifié, mais la façon que Drew va attraper Priest, j'ai l'impression que c'était planifié et qu'on a peut-être qu'il fallait garder les cordes un peu lousses, et ce qui a apporté à certains botches tout au long du pay-per-view. Donc, Damien Priest qui se pogne très bien exécuté, là, ouais. et qui fait juste rester coincé, pendu par le pied dans les cordes, et Drew qui en profite et qui vient lui maudire des taloches. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai fait comme voilà. On vient changer le momentum, on vient le changer parce que c'était très 50-50 dans le booking. C'était très 50-50 dans on donne l'offensive, je suis capable de revenir. Tu donnes l'offensive, je suis capable de venir des deux bords. Et je croyais que c'est là qu'on allait avoir un switch de momentum. Il y a eu un switch de momentum, mais pas dans le sens que je pensais que ça allait être fait. Et moi, ma petite critique face à ça, c'est que j'ai trouvé Priest pas très bon pour vendre le pied. Oui, ça je suis d'accord. Par la suite, alors que ça avait l'air, tu sais, c'est la ligne floue de si tu vrai, si tu pas vrai, ce qu'on vient de voir était là. Ouais. Puis, d'après moi, c'était prévu, ce spot-là, mais prévu ou pas, même si ça n'avait pas été prévu, faut que tu le vendes. Faut que tu vendes le pied plus que ce qu'il a fait. Il boitait à peine, tu sais, c'était pas, à quelques moments après, il part à courir. Moi, je l'aurais vendu vraiment comme si la cheville est détruite à ce moment-là. Puis, ça va peut-être coûter le match. Je trouve que
ça m'a ramené dans ma tête encore Ok, une fois. parfait. Le côté genre, tu l'as Ah, pas. il manque. Ok, fait que finalement, c'était peut-être. Mais c'est que j'ai placé, fait, puis ça a pas bien en le marché. voyant marcher, j'ai fait, ok, non, il s'est pas fait mal. Ouais, c'est ça. J'ai fait, ok, parfait, tout est Mhm. correct, il s'est pas fait mal, alors que s'il me l'avait vendu, Tu veux mettons, continuer comme à Edge, croire. Ouais. comme Edge, que lui, c'était facile à vendre, il s'était cassé à la jambe, fait qu'effectivement, il la vendait bien, mais s'il l'avait vendu Ouais. comme ça, je l'aurais cru Ouais. tout le long, là, tu sais, de genre, ok, c'est peut-être cassé à la cheville, puis il continue le match. Ouais. Puis là, ça amène le flou et tout, de ils vont-tu faire gagner Drew, même si c'était peut-être Priest qui était prévu, alors que, vu qu'il court après, je suis comme, Mais, ouais, non. mais après ce spot-là, j'ai vraiment aimé comme je disais, le changement de momentum. Puis, tu vois, j'ai pas focusé autant sur le sell du pied que sur les finishers qui ont été donnés. Il y a eu un kick-out du Claymore, ce qu'on n'a pas vu souvent. Et à partir de là, j'ai fait comme je crois qu'on a donné un rub à Priest de kick-out du Claymore pour être capable de donner la ceinture à Drew McIntyre. Et j'étais certain qu'on s'en allait vers là à cause du kick-out. Mais finalement, non. C'est Damien Priest qui reste champion et qui réussit à battre Drew McIntyre dans son chez lui, directement dans sa cour, dans sa maison, dans whatever le synonyme que vous voulez y donner. Et mon premier feeling à propos de ça, ça a été la déception. De faire comme, mais c'est ce qui s'est passé il y a un an au premier Clash of the Castle à Glasgow. Maintenant, on revit un peu tout ça, le même feeling. Pas exactement le même feeling, mais quand même une grosse déception. On finit le pay-per-view assez vite. Après ça, on a le Drew. Quand même, t'as pas parlé du spot de fin, quand même, là. L'arbitre se fait frapper. Oui, c'est vrai. Mais Là, c'est vrai. À quel Pas point, mal à quel point j'ai l'histoire. hâte de parler de ma théorie, esti, que puis tout ça est dans ça en plus là. Donc on a un bump de ref et c'est là que ça c'est là où on fait comme ok, ben tout peut se passer. Il y a un ref bump. Ouais. Et Mais là, t'es comme, est-ce que c'est là que Judgment Day va arriver? Il avait Oui, pas le droit c'est ça, d'être là, mais là, exactement. l'arbitre n'est plus là. mais là, il y a un arbitre qui arrive là, de la rampe. Parce que il y a un Drew puis- McIntyre qui est en train de piner là. Mais qui demande, amenez une arbitre, vite. amenez une arbitre. Mais habituellement, les arbitres n'arrivent pas si vite que ça. C'est tout le temps très long avant que l'arbitre arrive. Mais cet arbitre-là, il a de l'air en forme. Ça a l'air d'être un arbitre là, qui court, là, puis qui tu sais, il a la forme, tu sais, il est en shape comme un lutteur pourrait l'être. Il glisse dans le ring. Et le plan de caméra était parfait. Le plan de caméra, là, le plan était... de caméra parce était- que l'arbitre a juste glissé en avant de la caméra. Puis moi je regarde ça, je fais comme... C'est non, mais weird comme plan de caméra. Pourquoi juste l'arbitre... Tu sais, c'est beau. Ouais. Mais c'est quand même... Tu sais, on n'est pas habitué à avoir ce plan de caméra-là pour ce genre de spot-là. Et, et deux... Il n'y a pas de kick-out, mais il arrête de compter, cet arbitre. Je suis comme, mais c'est-tu un arbitre? C'est un rookie? C'est la première fois que c'est un arbitre lui, qui arrive d'NXT puis qui n'est pas capable de prendre la pression puis qu'est-ce qui se passe? Drew lève la tête et on change de plan de caméra et c'est CM Punk qui fait 2. Je l'ai vu lever l'épaule. C'était 2. Et c'est CM Avec son Punk. petit Ouais. sourire de baveux, narquois, qui... C'était vraiment, mais vraiment bon. Et ben oui, écoute, après ça, il se fait juste se sauver, puis il se sauve comme un petit cocksucker qui peut être, le CM Punk. Il va voir les 3 fans de CM Ouais, Punk, c'est ça. première rangée. C'était vraiment bien fait. Finalement, c'est un Damien Priest, c'est ça, qui finit par gagner là, à cause de ce CM Punk-là. Fait qu'on s'en va vraiment vers une feud CM Punk et Drew McIntyre. On met de l'emphase encore Ben plus oui. sur cette feud-là. Et Le là, truc que- il est-tu heal, Punk? Parce que là, il coup dans les couilles. Je pense que oui. C'est vrai, il y a un coup dans les testicules de... Ben oui, il y a un coup dans le pelvis. T'es Mhm. comme, est-tu juste dans la capsule temporelle qui est ce pay-per-view-là où Drew était gentil? Fait que là, Punk doit être méchant. Mais en même temps, à la fin, il agit. Tu sais, il va voir ses fans, c'est pas clair. C'est pas vraiment pas clair. J'ai hâte de J'aime voir ça. comment ils J'aime vont ça. le construire. C'est ça. Mais il a fait des moves de méchant, Mhm. mais c'est Mais pas. il agit en parce que méchant depuis qu'il est revenu un peu plus. Il est un de peu sa tweener en ce moment. C'est ça, là. Fait que de savoir vers où ça va aller. Maintenant, je crois que cette feud-là, Drew contre Punk, n'a pas besoin de ceinture. Donc, je pense que c'est quand même une bonne décision qu'on a pris de laisser la ceinture sur Priest. Maintenant,
Est-ce que Punk est prêt à revenir dans le ring? Je sais pas s'il est prêt à revenir à temps plein, je sais pas. Je pense qu'ils en ont parlé pendant la conférence de presse. Je sais pas si toi t'as écouté la conférence de presse. Non, je suis pas D'après. Pierre-Paul, tu me diras dans les commentaires à savoir si Punk est prêt à revenir à temps plein ou pas. Mais moi, ce que j'aimerais voir, et c'est là ma théorie, c'est que ce soit un Drew McIntyre qui aille chercher la Money in the Bank. Parce qu'on s'entend, Drew a jugé pendant toute la feud contre Priest. T'es pas un vrai champion, t'as volé le championnat parce que t'avais la ceinture. Et moi, j'aimerais ça, que ce soit Drew qui pogne la ceinture et qui cash in le même soir contre Priest pour avoir un peu l'effet contraire ou avoir un peu le retour du balancier du côté de Drew et que, depuis le début, dit que le Money in the Bank, c'était un vol, ça n'avait pas de bon sens, que Priest est hypocrite d'avoir fait ça, mais que Drew le fait à son tour pour être capable d'aller chercher la ceinture et que là, on continue avec Punk qui, lui, va reprendre le rôle de Drew, de faire comme t'es pas un vrai champion, t'as volé la ceinture, qui devait être à Priest. Fait que on continue un peu à mousser tout ça. Ce qui va nous apporter à SummerSlam avec une défense de championnat de Drew contre CM Punk. C'est mon booking. Je sais pas si c'est un bon j'aime booking. Ça. Je sais pas si c'est Non, c'est un bon mais... booking. Ça raconte l'histoire qui a à être racontée. Moi, j'aime ça. Je sais juste pas, c'est ça. Ça va dépendre de Punk. Il avait l'air prêt, Punk. Il y a de la renfort. Est-ce que les deux, on va les mettre dans des matchs de qualification, puis les deux vont être dans Money in the Bank? On dirait que si les deux sont dans le Money in the Bank, ils vont s'annuler. Comme tu sais, ils vont. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va aller chercher la valise. Ouais. Parce que la feud peut ne pas avoir de ceinture, puis elle va fonctionner pareil. Fait que rendu là, si on veut rajouter la ceinture par-dessus ça, Drew mérite un championnat dans les prochains 6 mois. Ça, ouais. Je te dirais que Drew mérite un Money in the Bank également. Tu sais, c'est une corde qui n'est pas encore à son arc. Donc, être capable d'aller chercher la valise, pour être capable d'aller chercher la ceinture le même soir, ça me ferait. J'aimerais beaucoup ça, surtout s'il va chercher la belt sur Damien Priest. Tu me l'as volé, je te la revole à mon tour parce que moi aussi j'ai le Money in the Bank. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, si on pourrait voir un Money in the Bank de femmes s'étirer tout au long de l'année, ce qu'on n'a jamais vu depuis que le Money in the Bank féminin existe, parce qu'habituellement c'est tout le temps caché in le soir même ou le lendemain. Fait que voir un peu une histoire différente qui soit racontée avec le Money in the Bank féminin. J'aimerais aussi. On a Carmella qui a caché longtems. Mais c'est la seule. La première a caché longtemps après, mais toutes les autres ont été relativement courtes. Ouais, c'est possible, mais tu sais, on savait que Punk et Drew allaient continuer de se tourner ensemble. C'est ça. Ah oui, parce qu'elle n'est pas finie cette histoire-là, même qu'on a mis cette histoire-là sur le back burner, sur la glace un peu depuis le dernier 3 semaines pour être capable de bâtir avec Priest. C'est sûr que ça allait continuer, que ça allait reprendre cette histoire-là. On pouvait pas juste l'abandonner. Elle n'est pas terminée, cette histoire-là. Fait que maintenant, comment on va la terminer? Hey, c'est juste Paul qui le sait, hein, rendu là. Mais j'ai hâte de voir. Moi, je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir eu Drew qui célèbre avec les siens. Je suis d'accord. Je trouve que ça aurait été une belle touche. Quitte à peut-être justement faire l'inverse. Tu donnes la Money in the Bank à Punk qui serait le premier qui le gagnerait 3 fois, puis que tu lui fais cacher contre Drew, puis que tu poursuis cette histoire-là. Bref, on s'en va pas vers ça, clairement. Mais moi, j'aurais aimé ça, voir le payoff d'un Drew devant les siens qui célèbre. Malheureusement, on ne l'aura pas. Yep. Je fais confiance quand même à Paul Lévesque, mais j'espère que c'est pour le mieux que tout ça. Mais pour faire une boucle, ça revient à ce qu'on disait au début. La lutte, c'est de nous faire vivre des émotions, et clairement, dans ce pay-per-view-là, un beau petit pay-per-view qui a duré moins de 3 heures, là, ou à peu près, là, je trouve ça parfait. Puis on a vécu des émotions, des beaux moments avec les tag teams, avec Sami Zayn aussi, la belle histoire qui continue, le Bloodline qui continue l'histoire avec Cody, puis Drew McIntyre qui nous a fait vivre des émotions, peut-être pas la bonne qu'on aurait aimé voir à la fin, mais quand même fait vivre des émotions. Fait que non, un beau petit pay-per-view. J'ai bien aimé ce beau petit pay-per-view. J'aime ce que la WWF fait depuis quelques mois avec leur pay-per-view. C'est court, c'est concis, c'est précis, c'est le fun. C'est de la bonne lutte. On s'éparpille pas au travers de 1000 histoires. Il y en a qui sont racontées à la télé, il y en a qui sont racontées à pay-per-view, et j'adore le mix de tout ça. Je pense que c'est une belle... c'est bien balancé. Puis je pense qu'il y a d'autres ligues que je ne nommerai pas qui devraient s'inspirer de ce genre de booking-là, parce que ça fait beaucoup de sens. Et la lutte est bonne, même si c'est pas supposé être la ligue où il y a les meilleurs lutteurs qui luttent. Je trouve ça pertinent, présentement. C'est un peu, dans le questionnaire, c'est un peu surpris les gens. Damien Priest, seulement 14% des gens avaient Damien Priest gagnant. Tout le monde s'attendait à une victoire de Drew. Cependant, la plupart des gens s'attendaient à une arrivée de CM Punk.
Pour le championnat par équipe, ça a été également seulement 26-27% des gens qui avaient mis les nouvelles championnes par équipe. Pour ce qui est des matchs, il sera le premier sur la carte. Seulement une personne avait mis Cody Rhodes contre AJ Styles. Fait que félicitations, ça a dû être payant, c'est peut-être Elisabeth. Mais tout le monde avait en main event Damon Priest contre Drew McIntyre. Le match le plus court de la carte a été le championnat par équipe féminin. Le match le plus long a été Cody contre AJ. Tout le monde avait bon Cody contre AJ. Ça a duré entre 2 et 3 heures, tout près de 3 heures. 2h58 minutes. Oh, wow. On est parti. Fait que, en dedans de 3 heures, on a gardé ce pay-per-view-là. Il y a personne du clan des codes QR n'est apparu à l'écran. Personne. Donc, tu vois, pas à première écoute. Là. Si on le réécoute attentivement, mais en même temps, je pense qu'il aurait mis quand même de l'emphase pour nous le dire. Là. Exact. Non, mais tu sais, la question, je voulais que ça soit clair. Ouais, ils ont mis à l'écran de manière claire. Mm-hmm. Pas eu de début, pas eu de nouvelles personnes qui sont arrivées, autant gars que femmes. Et pas de match qui a été ajouté. Fait que ça fait le tour pour le questionnaire. Félicitations à tout le monde. Bravo. Participé. Gros merci. Et nous, on se revoit jeudi prochain. On va faire notre retour. Gros retour. Parce que c'est du 8 au 15 juin. Fait que, on s'est ajouté un collégienne de plus. Et on va également avoir... on va vous le poster déjà. Il est déjà en ligne, si vous le voyez. Mais l'analyse du code QR, parce que c'est ce soir, le Raw du 17 juin, où que le massacre est supposé arriver. Fait qu'on voulait quand même vous le donner. Mais il va également faire partie du plus grand épisode 58. Yep. Donc, ça va être ça. De ton côté, Pierre, tu donnerais combien comme note à ce pay-per-view-là? Une note de 4 tables brisées sur 5. Ok, moi aussi. Moi, j'ai allé 8 kendo sticks sur 10. Bon, parfait. Excellent. Ça fait le tour. Dites-nous, vous, comment vous avez trouvé ça. N'hésitez pas à liker, à nous suivre un peu partout et à mettre des petits pouces, des petits commentaires. Tout ça. Un gros merci. C'était Max Supérieur ainsi que Pierre Castonguay. les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde. Bye.